Il existe au cœur de Paris un vide étrange. Un espace immense qui semble ne mener nulle part. Chaque jour, des milliers de touristes traversent le jardin des Tuileries sans savoir qu'ils marchent sur les traces d'un des palais les plus puissants d'Europe. Un monument qui a accueilli des rois, des empereurs, des révolutionnaires. Un bâtiment de 266 mètres de façade qui a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Imaginez un instant. Vous êtes en 1870. Devant vous se dresse une merveille architecturale. Le palais des Tuileries brille sous le soleil parisien, ses colonnes majestueuses s'élèvent vers le ciel, ses jardins s'étendent à perte de vue. C'est le symbole même du pouvoir en France. La résidence où Napoléon a dormi, où Louis XVI a été prisonnier, où l'histoire s'est écrite pendant 3 siècles. Puis, en une seule nuit de mai 1871, tout disparaît dans les flammes. Aujourd'hui, si vous cherchez ce palais dans les livres d'histoire, vous trouverez à peine quelques lignes. Quelques photographies jaunies. Comme si la France avait voulu effacer ce monument de sa mémoire collective. Mais pourquoi? Quel secret si sombre entoure ce palais pour qu'on ait choisi de le faire disparaître définitivement en 1883, 12 ans après l'incendie? Bienvenue sur Manoir oublié. Aujourd'hui, nous allons révéler l'histoire du palais des Tuileries. Un palais maudit dès sa construction. Un symbole de pouvoir devenu cible de la haine populaire. Une disparition orchestrée qui cache bien plus que ce qu'on nous raconte. L'histoire commence en 1564. Catherine de Médicis, veuve du roi Henri II, ne supporte plus de vivre au palais des Tournelles. Son mari y est mort 5 ans plus tôt lors d'un tournoi tragique, une lance lui ayant transpercé l'œil. Hantée par ce souvenir, elle ordonne la destruction totale de cette résidence et décide de construire son propre palais. Un endroit nouveau. Un lieu où elle pourrait régner sans les fantômes du passé. Elle choisit un terrain à l'ouest du Louvre, là où se trouvent des ateliers de tuiliers, ces artisans qui fabriquent des tuiles. C'est de là que viendra le nom, le palais des Tuileries. Catherine fait appel à Philibert Delorme, l'architecte le plus célèbre de son époque. Le projet est grandiose. Un palais de style Renaissance qui devait couvrir 45 000 mètres carrés au sol, 10 fois la superficie du Louvre de l'époque. Un édifice qui rivaliserait avec les plus beaux palais d'Italie. Mais dès le début, la malédiction frappe. Selon la légende, un boucher nommé Jean refuse de quitter son abattoir situé sur le terrain choisi pour la construction. Catherine, déterminée, ordonne à son homme de main de régler le problème. Le boucher est assassiné, son corps disparaît dans les fondations même du futur palais. Avant de mourir, Jean aurait maudit l'endroit et promis de revenir hanter quiconque oserait y vivre. Quelques semaines plus tard, l'homme de main de Catherine se présente à elle, le visage terrifié. Il affirme avoir vu le fantôme du boucher, couvert de sang, errant dans les chantiers. On le surnomme désormais Jean l'écorcheur, ou l'homme rouge. La reine, d'abord sceptique, finit elle-même par apercevoir cette apparition. Le fantôme lui prédit des malheurs terribles, la mort de ses enfants, la fin de sa lignée. Catherine de Médicis, profondément superstitieuse, prend peur. Elle consulte son astrologue personnel, Ruggieri, qui lui révèle une prédiction encore plus terrifiante. Elle mourra près de Saint-Germain. Or, le palais des Tuileries se trouve à proximité de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est trop proche. Trop dangereux. En 1574, Catherine abandonne complètement le projet des Tuileries. Elle fait construire à la hâte l'hôtel de Soissons, près des Halles, et s'y installe précipitamment. Le palais des Tuileries reste inachevé, désert, inhabitable. À la mort de Philibert Delorme en 1570, seul le pavillon central et une aile ont été construits. Le reste n'est qu'un chantier abandonné. Un squelette de pierre qui hante déjà le paysage parisien. Catherine mourra effectivement en 1589, non pas aux Tuileries, mais à Blois, près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois locale. La prophétie s'accomplit. Et le palais des Tuileries reste là, vide, maudit, attendant son destin. Pendant des décennies, le palais des Tuileries demeure une construction fantomatique. Mais en 1594, tout change. Henri IV, nouveau roi de France, décide de reprendre le projet abandonné. Il veut créer un lien architectural entre le Louvre et les Tuileries. Son plan est ambitieux, construire une immense galerie le long de la Seine pour relier les deux palais. C'est ce qu'on appellera le Grand Dessein, le grand projet qui occupera les monarques français pendant plus de 2 siècles. Henri IV lance les travaux de la grande galerie du bord de l'eau. Il fait édifier le pavillon de flore au sud du palais. Mais lui non plus n'habitera jamais vraiment les Tuileries.
Il préfère rester au Louvre et à Fontainebleau. Après son assassinat en 1610, les travaux ralentissent encore. Sous Louis XIV, le jeune roi Soleil réside brièvement aux Tuileries durant les 7 premières années de son règne. L'architecte Louis Le Vau est chargé d'achever la symétrie du palais. Entre 1659 et 1666, il construit le pavillon de Marsan au nord, créant ainsi un ensemble monumental de 266 mètres de façade. Le palais des Tuileries prend enfin sa forme définitive, grandiose, imposante, digne d'un roi. Mais Louis XIV, traumatisé par la Fronde et les révoltes parisiennes de sa jeunesse, déteste Paris. Il décide de déplacer sa cour à Versailles. Les Tuileries retombent dans l'oubli, utilisées sporadiquement, jamais vraiment habitées. Le palais devient un lieu secondaire, presque abandonné une nouvelle fois. Il faut attendre 1789 pour que le palais des Tuileries redevienne le centre du pouvoir. Mais dans des circonstances tragiques. Le 6 octobre 1789, une foule parisienne furieuse marche sur Versailles. Le peuple, affamé, en colère, exige que le roi revienne à Paris. Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont ramenés de force au palais des Tuileries. Le roi qui régnait dans la splendeur de Versailles devient prisonnier dans son propre palais parisien. Les Tuileries deviennent sa cage dorée. C'est dans ces murs que se joue le destin de la monarchie française. Le 20 juin 1792, la foule envahit le palais. Louis XVI est forcé de porter le bonnet phrygien, symbole révolutionnaire. Puis, le 10 août 1792, c'est l'assaut final. Les gardes suisses défendent désespérément le palais. Plus de 600 d'entre eux sont massacrés. Le sang coule dans les escaliers, dans les salons, dans les jardins. La famille royale se réfugie à l'Assemblée législative avant d'être emprisonnée à la prison du Temple. Le palais des Tuileries change de visage. Il devient le siège de la Convention nationale. Robespierre et le comité de salut public installent leurs bureaux dans les anciens appartements de Marie-Antoinette. C'est de ces pièces somptueuses que partent les ordres de la terreur. Les listes de guillotinés sont signées là où la reine prenait autrefois son thé. En 1800, un homme comprend la valeur symbolique des Tuileries. Napoléon Bonaparte, devenu premier consul, s'y installe. Il fait rénover entièrement le palais par les architectes Percier et Fontaine. Il y proclame l'Empire en 1804. Le palais des Tuileries devient la résidence impériale. C'est là que naît en 1811 le fils de Napoléon et Marie-Louise, l'Aiglon, le roi de Rome. L'empereur rêve d'une dynastie qui régnera pendant 1000 ans depuis ce palais. Mais l'histoire en décide autrement. Après la chute de Napoléon en 1814, Louis XVIII s'installe aux Tuileries. Il y meurt paisiblement en 1824. Son successeur, Charles X, y règne jusqu'aux Trois Glorieuses de 1830. Puis c'est Louis-Philippe, le roi citoyen, qui occupe le palais jusqu'à la Révolution de 1848. Enfin, Napoléon III, neveu du grand empereur, fait des Tuileries sa résidence principale pendant tout le Second Empire. C'est lui qui achève enfin le grand dessein d'Henri IV. En 1857, après 3 siècles de projets et de construction, les Tuileries et le Louvre sont définitivement reliés. L'ensemble forme désormais le plus vaste palais d'Europe. Une cité impériale au cœur de Paris. Napoléon III organise dans les salons des Tuileries les fêtes les plus brillantes du siècle. Les bals impériaux éblouissent l'Europe entière. L'impératrice Eugénie règne sur la mode mondiale depuis ses appartements somptueux. Le palais des Tuileries est à l'apogée de sa gloire. Mais en septembre 1870, tout s'effondre. La France est vaincue à Sedan. Napoléon III capitule. Le 4 septembre, une foule envahit le palais. L'impératrice Eugénie s'enfuit précipitamment par une porte dérobée, abandonnant tout. La République est proclamée. Le palais des Tuileries, symbole du pouvoir monarchique et impérial pendant 3 siècles, devient soudainement un monument encombrant. Mars 1871. Paris est assiégé depuis des mois par les Prussiens. La population souffre de la faim et du froid. La défaite militaire humilie la nation entière. Puis vient l'armistice. Mais au lieu de la paix, c'est la guerre civile qui éclate. Le gouvernement, réfugié à Versailles, tente de reprendre le contrôle de Paris. Mais le peuple parisien se révolte. Naît alors la Commune de Paris, cette révolution ouvrière qui pendant 72 jours va tenter de créer une société nouvelle. Les fédérés, comme on appelle les communards, occupent les bâtiments officiels. Et parmi eux, bien sûr, le palais des Tuileries. Pour les communards, les Tuileries représentent tout ce qu'ils détestent.
Ce palais a abrité tous les tyrans de France. Louis XVI qui affamait le peuple. Napoléon qui envoyait les fils d'ouvriers mourir dans ses guerres. Napoléon III qui a écrasé la République de 1848 et instauré un régime autoritaire. Les Tuileries, c'est le symbole même de l'oppression, de l'inégalité, de l'injustice sociale. Dès le 26 mars 1871, la Commune proclame le pillage du palais. Les fédérés entrent dans les appartements impériaux. Ils arrachent les tentures, brisent les miroirs, déchirent les portraits. Certains s'amusent à se déguiser avec les robes de l'impératrice Eugénie. D'autres organisent des concerts dans la salle des maréchaux. Le palais est peu à peu vidé, saccagé, dépouillé de ses trésors. Mais vient le mois de mai. Les troupes versaillaises, l'armée régulière commandée par MacMahon, lancent l'assaut final contre Paris. C'est le début de la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871. Les combats sont féroces. Les communards élèvent plus de 900 barricades dans les rues de Paris. Le sang coule dans chaque quartier. Le 22 mai, Jules Bergeret, l'un des chefs militaires de la Commune, est chassé du palais Bourbon par les troupes versaillaises. Il se replie au palais des Tuileries avec ses hommes. Bergeret regarde ce monument, ce symbole de 3 siècles de pouvoir royal et impérial, et il comprend ce qu'il doit faire. Le 23 mai 1871, vers 9 h du matin, Bergeret donne l'ordre fatidique. Avec lui, 2 autres communards, Victor Benoît, un simple garçon boucher, et Étienne Boudin, un sergent de ville. Ils ont préparé leur plan minutieusement. Des chariots remplis de poudre, de goudron liquide, d'essence de térébenthine et de pétrole sont positionnés dans tout le palais. Ils allument les feux simultanément en plusieurs points. Dans les combles d'abord. Puis dans les salons, les galeries, les appartements. Le feu se propage avec une vitesse terrifiante. Les flammes grimpent le long des tentures, dévorent les plafonds peints, font exploser les fenêtres. En quelques heures, le palais des Tuileries devient un enfer. Les pompiers, submergés, ne peuvent rien faire. L'incendie est trop puissant, trop étendu. La bibliothèque impériale brûle avec ses 80 000 volumes, dont des manuscrits médiévaux irremplaçables. Les œuvres d'art accumulées pendant des siècles partent en fumée. Les meubles précieux, les tapisseries des Gobelins, les lustres de cristal, tout fond dans la chaleur insupportable. Pendant 3 jours et 3 nuits, Paris assiste à ce spectacle apocalyptique. Le ciel au-dessus de la capitale rougeoie. Les flammes sont visibles à des kilomètres à la ronde. La chaleur est telle qu'on la ressent jusque sur la rive gauche de la Seine. Les Parisiens, terrifiés ou fascinés selon leur camp politique, regardent brûler le symbole de leur histoire. Victor Hugo, exilé à Guernesey, apprendra la nouvelle quelques jours plus tard. Il écrira dans son journal, « Ils ont brûlé la bibliothèque. Ils ont brûlé le palais. Pauvre France !» Le 26 mai, le feu commence enfin à faiblir. Mais le palais des Tuileries n'existe plus. Il ne reste que des murs noircis, des colonnes calcinées, des plafonds effondrés. Le célèbre escalier d'honneur n'est plus qu'un amas de pierre. Les façades tiennent encore debout, mais ce sont des coquilles vides, des squelettes de pierre qui témoignent de la violence de l'incendie. Le même jour, partout dans Paris, d'autres monuments brûlent. L'hôtel de ville, la cour des comptes, le palais de justice, le ministère des Finances. Les communards, sentant la défaite proche, détruisent les symboles du pouvoir. Mais aucun incendie n'est aussi spectaculaire, aussi chargé de symbolisme que celui des Tuileries. Le 28 mai, la dernière barricade tombe. La commune est écrasée dans le sang. Entre 10 000 et 20 000 communards sont tués pendant la semaine sanglante. Des milliers d'autres sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Paris est traumatisé, couverte de ruines et de cadavres. Et au milieu de ce champ de bataille, les restes fantomatiques du palais des Tuileries se dressent comme un monument à la folie humaine. Juin 1871. Les combats sont terminés. Le gouvernement versaillais a repris le contrôle de Paris. Mais la ville est défigurée. Des centaines de bâtiments sont en ruine. Et parmi eux, le palais des Tuileries. Immédiatement, la question se pose, faut-il reconstruire ? Sur le plan architectural, la réponse semble évidente. Oui, le palais peut être sauvé. Les architectes qui inspectent les ruines sont formels. Les murs principaux tiennent encore. Les fondations sont intactes. Les pavillons de Flore et de Marsan, aux extrémités, n'ont été que partiellement endommagés. Avec du temps et de l'argent, on peut restaurer les Tuileries. Plusieurs devis sont établis.
Les coûts sont importants mais raisonnables pour un monument de cette envergure. L'architecte Le Fuel, qui avait travaillé pour Napoléon III, propose même un plan détaillé. Il suggère de reconstruire uniquement le pavillon central, créant ainsi un musée de l'art moderne. D'autres architectes proposent de transformer le palais en siège pour de nouvelles institutions républicaines. Le ministère de l'Intérieur. La présidence de la République. Les possibilités sont nombreuses. Mais c'est là que le débat politique prend le dessus. Et il révèle quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple question d'architecture. Pour les républicains, qui ont maintenant le pouvoir, le palais des Tuileries représente un danger. Ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est un symbole monarchique et impérial. C'est le lieu où tous les régimes autoritaires de France se sont succédés pendant 3 siècles. Si on le reconstruit, si on le rend à sa splendeur d'antan, ne risque-t-on pas de voir surgir un nouveau prétendant au trône? Un nouvel empereur? Le souvenir de Napoléon III est encore frais. Il était monté au pouvoir en 1851 par un coup d'État, écrasant la République. Et d'où avait-il régné? Des Tuileries. Le palais était devenu tellement associé au pouvoir impérial que sa simple existence semblait menacer la jeune République. Les débats à l'Assemblée nationale sont houleux. Les monarchistes et les conservateurs veulent reconstruire. Pour eux, détruire définitivement les Tuileries serait un acte de vandalisme pire que l'incendie lui-même. Ce serait effacer 3 siècles d'histoire de France. Ce serait capituler devant les communards, leur donner raison rétroactivement. Mais les républicains sont déterminés. Pour eux, garder ces ruines debout, c'est maintenir vivant le spectre de la monarchie. Tant que ces murs se dressent au cœur de Paris, la République ne sera jamais vraiment installée. Il faut faire table rase. Détruire pour reconstruire. Effacer pour avancer. Les années passent. Les ruines restent là, fantomatiques, au centre de Paris. Les Parisiens s'habituent à ce paysage étrange. Les photographes immortalisent ces vestiges romantiques. Les peintres, comme Giuseppe de Nitti ou Sieb Tenkate, créent des tableaux mélancoliques montrant le palais des Tuileries en ruine, nimbé de brume et de neige, comme une vision de la Rome antique transportée dans le Paris moderne. En 1876, le ministre Albert Christophe demande officiellement la restauration du palais. Mais sa proposition est rejetée. En 1878, Charles de Freycinet, ministre des Travaux publics, dépose un nouveau projet de loi. Il veut reconstruire au moins le pavillon central. Encore un refus. Puis vient l'année 1881. Les républicains ont consolidé leur pouvoir. Ils créent un éphémère ministère des Arts. Et ce ministère prend une décision historique. Une décision qui changera à jamais le visage de Paris. Le 27 août 1882, l'Assemblée nationale vote. La destruction définitive du palais des Tuileries est approuvée. Non pas sa restauration. Non pas sa préservation comme monument historique. Sa destruction totale. Les travaux de démolition commencent immédiatement. C'est une entreprise colossale. Il faut démanteler pierre par pierre ce qui reste d'un palais de 266 mètres de long. Les ouvriers travaillent pendant des mois. Ils abattent les murs, récupèrent les matériaux, aplanissent le terrain. Et c'est là que survient quelque chose de stupéfiant. Une partie importante des pierres, des sculptures, des éléments décoratifs sont vendus. Dispersés. Des spéculateurs achètent ces vestiges et les revendent à travers toute la France, et même à l'étranger. En Corse, la famille Pozzo di Borgo construit le château de la Punta en utilisant des pierres provenant des Tuileries. À Paris même, le fronton du pavillon central est démonté et remonté dans le square Georges-Quint, dans le Marais. D'autres fragments se retrouvent au jardin du Luxembourg, au jardin du Trocadéro, à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Certains éléments disparaissent purement et simplement. Des collectionneurs privés achètent des bas-reliefs, des chapiteaux, des morceaux de colonnes. Ces vestiges du palais des Tuileries se retrouvent dans des propriétés privées, des musées étrangers, des collections inaccessibles au public. En 1883, tout est terminé. Le palais des Tuileries n'existe plus. À sa place, il ne reste qu'un vide. Un espace ouvert entre le Louvre et le jardin. Les Parisiens découvrent soudainement une perspective nouvelle. Pour la première fois depuis 3 siècles, on peut voir depuis le Louvre jusqu'à l'Arc de Triomphe sans obstruction. Certains trouvent cela magnifique. Une respiration dans le tissu urbain. D'autres sont horrifiés. Comment a-t-on pu détruire délibérément un tel monument?
Comment la République a-t-elle pu commettre un acte de vandalisme pire que celui des communards? Mais la décision est prise. Et avec elle commence quelque chose d'encore plus inquiétant. L'effacement mémoriel. Dans les années qui suivent la destruction, quelque chose d'étrange se produit. Le palais des Tuileries commence à disparaître non seulement du paysage parisien, mais aussi de la mémoire collective. Les livres d'histoire publiés sous la Troisième République minimisent l'importance du palais. Certains manuels scolaires n'en parlent même pas. Lorsqu'ils le font, c'est en quelques lignes, sans détail, comme s'il s'agissait d'un monument secondaire. La période impériale elle-même est traitée avec méfiance, comme une parenthèse honteuse entre deux républiques. Les nouvelles générations grandissent sans jamais voir le palais des Tuileries. Pour elles, l'espace vide entre le Louvre et le jardin a toujours existé. C'est normal. C'est comme ça. Pourquoi y aurait-il eu un bâtiment là? Seules quelques photographies anciennes témoignent encore de l'existence du palais. Mais ces images sont conservées dans les archives, inaccessibles au grand public. Les cartes postales montrant les Tuileries avant l'incendie deviennent des objets de collection rares. Cette disparition mémorielle est-elle accidentelle? Ou est-ce le résultat d'une politique délibérée? Les historiens contemporains penchent pour la seconde hypothèse. La République avait besoin de créer sa propre mythologie. Et dans cette mythologie, il n'y avait pas de place pour les symboles monarchiques et impériaux. Le palais des Tuileries représentait tout ce que la République voulait dépasser. En l'effaçant physiquement et en le minimisant dans l'enseignement de l'histoire, le pouvoir républicain tentait de créer une nouvelle identité nationale. Mais l'histoire a toujours une façon de revenir. Au début du XXe siècle, certains intellectuels commencent à s'interroger. N'a-t-on pas commis une erreur? N'a-t-on pas détruit quelque chose d'irremplaçable? En 1906, le débat ressurgit brièvement. Quelques députés proposent de reconstruire le palais des Tuileries. Après tout, la République est maintenant solidement établie. Il n'y a plus de risque monarchiste sérieux. Pourquoi ne pas restaurer ce patrimoine? La proposition est enterrée rapidement. Trop cher, disent certains. Inutile, disent d'autres. Et surtout, politiquement risqué. Même en 1906, la simple mention du palais des Tuileries ravive les tensions. Les descendants des communards s'opposent à la reconstruction. Pour eux, ce serait trahir la mémoire des révolutionnaires de 1871. Les deux guerres mondiales vont définitivement sceller le sort du palais. Pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, la France a d'autres priorités. Reconstruire un palais impérial disparu semble dérisoire face aux destructions massives, aux millions de morts. Après 1945, Paris se modernise. On construit des tours, on crée des autoroutes urbaines, on rase des quartiers entiers au nom du progrès. Dans ce contexte, qui penserait à reconstruire un palais du XVIe siècle? Pourtant, dans les années 1980, le débat ressurgit encore une fois. Le président François Mitterrand lance ses grands travaux. La pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Grande Arche de la Défense. Certains suggèrent, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour reconstruire le palais des Tuileries? Des études sont commandées. Des maquettes sont réalisées. On estime le coût à environ 350 millions d'euros. C'est cher, mais pas impossible. Des entreprises privées se montrent intéressées pour financer le projet. Mais l'opposition est farouche. Le Comité français d'histoire de l'art dénonce ce qu'il appelle un pastiche architectural. Les pavillons de Flore et de Marsan, les seules parties survivantes du palais, ont été profondément remaniés depuis 1883. Les reconstruire dans leur état du Second Empire nécessiterait de détruire leurs façades actuelles, classées aux monuments historiques. Et puis, disent les opposants, pourquoi reconstruire à l'identique? Ce serait du faux. Un décor de cinéma, pas un vrai monument historique. L'absence même des Tuileries fait maintenant partie de l'histoire de Paris. Effacer cette absence serait aussi problématique que d'avoir effacé le palais lui-même. En 2002, un comité national pour la reconstruction des Tuileries est créé. Des partisans du projet, menés par des historiens et des architectes, militent activement. Ils organisent des conférences, publient des livres, créent des pétitions. En 2007, une commission d'études dirigée par l'écrivain Maurice Druon rend un rapport favorable à la reconstruction. Mais le projet n'aboutira jamais. Les oppositions politiques, culturelles et financières sont trop fortes. Aujourd'hui, en 2025, le débat semble définitivement clos. Le palais des Tuileries ne sera jamais reconstruit. Un simple panneau, discret,
signale son emplacement dans le jardin. La plupart des visiteurs passent devant sans le voir. Mais au-delà du débat politique et architectural, il reste une question troublante. Qu'est-ce qui a vraiment été perdu dans l'incendie et la destruction du palais des Tuileries? Les chiffres sont vertigineux. La bibliothèque impériale contenait 80 000 volumes. Parmi eux, des manuscrits médiévaux uniques, des éditions rares, des documents historiques irremplaçables. Tout a brûlé. Les chercheurs estiment que la perte est équivalente à celle de la bibliothèque d'Alexandrie à l'échelle de la France moderne. Les œuvres d'art sont incalculables. Des tableaux de maîtres anciens. Des sculptures Renaissance. Des tapisseries des Gobelins tissées spécialement pour le palais et qui représentaient des scènes historiques uniques. Les plafonds peints par Charles Lebrun, l'un des plus grands artistes du XVIIe siècle. Des fresques allégoriques qui racontaient l'histoire de France depuis les Médicis jusqu'à Napoléon. Le mobilier était légendaire. Des bureaux marquetés par les plus grands ébénistes. Des commodes en bois précieux incrustés de bronze doré. Des lustres de cristal de Bohême qui pesaient des tonnes et éclairaient les salons de milliers de bougies. Des miroirs vénitiens d'une taille et d'une qualité jamais égalées. Mais il y a plus troublant encore. Les archives. Dans les sous-sols et les bureaux du palais des Tuileries étaient conservés des documents d'État de la plus haute importance. Des traités secrets. Des correspondances diplomatiques. Des dossiers sur les affaires les plus sensibles du royaume puis de l'Empire. Ces documents contenaient des secrets d'État, des informations compromettantes sur des personnalités historiques, des révélations sur des événements encore mal compris. Certains historiens suggèrent que l'incendie du palais des Tuileries a été si violent, si total, justement parce que quelqu'un voulait détruire ces archives. Cette hypothèse est controversée, mais elle mérite d'être examinée. Jules Bergeret, Victor Benoît et Étienne Boudin, les trois hommes qui ont organisé l'incendie, étaient-ils vraiment motivés uniquement par des raisons symboliques? Ou avaient-ils reçu des instructions? De qui? Pour protéger quel secret? Un détail troublant émerge des témoignages de l'époque. Plusieurs communards, dont Gustave Lefrançais et Arthur Arnould, ont affirmé après la Commune que des agents du Second Empire, des hommes ayant servi Napoléon III, avaient activement participé aux incendies. Leur motivation? Détruire les documents qui prouvaient leur implication dans des affaires compromettantes. Cette version n'a jamais été confirmée. Mais elle pose une question dérangeante. Et si l'incendie des Tuileries n'était pas seulement un acte révolutionnaire, mais aussi une opération de destruction de preuves? Pensez-y. Le Second Empire était tombé brutalement en septembre 1870. Napoléon III et son gouvernement avaient fui. Mais leurs dossiers, leurs secrets, leurs arrangements inavouables, tout était resté aux Tuileries. Avec l'avènement de la République, ces documents risquaient d'être rendus publics. Des scandales pouvaient éclater. Des réputations pouvaient être détruites. Quoi de plus pratique qu'un incendie pendant le chaos de la Commune? On peut tout mettre sur le dos des révolutionnaires. Et personne ne pourra jamais prouver quoi que ce soit, puisque les preuves ont justement disparu dans les flammes. Cette théorie du complot semble tirée par les cheveux. Mais l'histoire nous a appris que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Et il y a trop de zones d'ombre, trop de témoignages contradictoires, trop de coïncidences pour ne pas s'interroger. Un autre mystère entoure le palais des Tuileries. Les trésors cachés. Plusieurs témoignages d'époque parlent de pièces secrètes, de passages dissimulés, de coffres enterrés dans les fondations. Catherine de Médicis, parano et superstitieuse, aurait fait construire des cachettes dans le palais. Napoléon également, toujours préoccupé de sécurité, aurait aménagé des issues de secours et des salles sécurisées. Lors de la démolition en 1883, les ouvriers auraient découvert certaines de ces pièces. Des rumeurs circulent sur des découvertes étranges. Des coffres remplis d'or. Des documents compromettants. Des objets rituels liés à l'occultisme pratiqué par Catherine de Médicis et son astrologue Ruggieri. Mais ces rumeurs n'ont jamais été confirmées officiellement. Si des découvertes ont été faites, elles ont été soigneusement dissimulées. Pourquoi? Qu'a-t-on trouvé dans les entrailles du palais des Tuileries qui nécessitait un tel secret? Aujourd'hui encore, des chercheurs fouillent les archives, espérant trouver des indices. Des plans anciens du palais montrent des zones qui ne correspondent à aucune pièce connue. Des espaces vides sur les plans. Des anomalies architecturales. Que cachait-elle? Et puis il y a la légende tenace de l'homme rouge. Le fantôme de Jean l'Écorcheur qui aurait hanté le palais pendant 3 siècles. Des dizaines de témoignages existent.
des gardes, des domestiques, même des personnalités importantes affirment l'avoir vu. Une silhouette rouge sang qui apparaît avant les catastrophes. Marie-Antoinette aurait vu le fantôme la veille de la prise des Tuileries en août 1792. Napoléon également, peu avant sa défaite de Waterloo. Et Napoléon III, dans les derniers jours de son règne en 1870. Coïncidence? Hallucination collective? Ou y avait-il vraiment quelque chose d'inexplicable dans ce palais maudit depuis sa conception? Nous ne le saurons jamais. Parce que le palais des Tuileries a emporté ses secrets dans les flammes de mai 1871, puis dans la démolition de 1883. Tout ce qui pouvait nous éclairer a été détruit, dispersé, ou soigneusement dissimulé. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le jardin des Tuileries à Paris, vous marcherez sur les traces d'un des monuments les plus importants de l'histoire de France. Un palais qui a vu passer Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, Marie-Antoinette, Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Un palais où se sont prises les décisions qui ont façonné l'Europe moderne. Mais vous ne verrez rien. Juste un espace vide. Une perspective dégagée vers le Louvre d'un côté, vers la Concorde et les Champs-Élysées de l'autre. C'est beau. C'est harmonieux. Mais c'est vide. Le palais des Tuileries est devenu invisible. Non seulement physiquement, mais aussi dans la conscience collective. Combien de Français aujourd'hui connaissent son histoire? Combien savent qu'il a existé? Qu'il a été le centre du pouvoir pendant 3 siècles? Qu'il contenait des trésors inestimables? Qu'il a été détruit délibérément par la République? Cette invisibilité n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un processus historique complexe. La haine du symbole monarchique. La volonté républicaine de faire table rase du passé. L'embarras face à un acte de vandalisme commis par l'État lui-même. Et peut-être, comme nous l'avons suggéré, la nécessité de cacher des secrets trop compromettants. Le palais des Tuileries est devenu un palais fantôme. Il hante Paris sans y être. Son absence est devenue partie intégrante de la ville. Reconstruire le palais aujourd'hui serait étrange, décalé, presque absurde. L'espace vide est devenu plus signifiant que le monument lui-même. C'est peut-être là la plus grande malédiction de Catherine de Médicis. Elle n'a pas seulement créé un palais maudit. Elle a créé un vide maudit. Un espace qui ne peut ni être comblé ni oublié. Un monument négatif, comme disent les architectes. Un lieu défini par ce qui n'y est plus. Les historiens débattront encore longtemps sur la destruction du palais des Tuileries. Était-ce un acte révolutionnaire justifié? Un crime contre le patrimoine? Une décision politique nécessaire? Une erreur historique tragique? La vérité, probablement, contient un peu de tout cela. L'histoire n'est jamais simple. Elle est faite de contradictions, de zones grises, de décisions prises dans l'urgence et qu'on regrette plus tard. Ce qui est certain, c'est que le palais des Tuileries n'apparaît plus dans les livres d'histoire avec l'importance qu'il mérite. Il est devenu une note de bas de page. Une curiosité architecturale. Un monument disparu parmi tant d'autres. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, pour ceux qui ont pris le temps de chercher, de lire, de comprendre, le palais des Tuileries reste présent. Invisible mais réel. Détruit mais éternel. Chaque fois que vous traverserez le jardin des Tuileries, souvenez-vous. Sous vos pieds, dans ce sol parisien, reposent les fondations d'un palais qui a changé le monde. Les cendres d'une bibliothèque qui contenait le savoir de siècles. Les fragments d'œuvres d'art qui auraient fait la fierté de n'importe quel musée. Et peut-être, si vous êtes attentif, si vous ouvrez votre esprit au mystère de l'histoire, vous sentirez quelque chose. Une présence. Un écho du passé. Le fantôme de l'homme rouge qui continue de hanter ces lieux, gardien d'un palais qui n'existe plus que dans la mémoire. Le palais des Tuileries n'apparaît dans aucun livre. Ou plutôt, il n'apparaît plus comme il devrait. C'est à nous, aujourd'hui, de faire revivre son histoire. De la raconter. De la transmettre. Pour que jamais on n'oublie qu'au cœur de Paris, il y avait un palais. Un palais maudit, magnifique, tragique. Un palais qui a disparu, mais dont l'ombre continue de projeter sa marque sur l'histoire de France. C'était Manoirs oubliés. Merci d'avoir suivi cette enquête historique sur le palais des Tuileries. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mystères architecturaux et d'histoires oubliées. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le palais des Tuileries devrait être reconstruit? Ou est-ce que son absence fait maintenant partie de l'identité de Paris?
À bientôt pour une nouvelle exploration dans les manoirs oubliés de notre histoire.